Vous voulez en savoir plus sur l'innovation et son management? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Stratégie Innovation. Le dialogue que vous allez entendre par la suite a été réalisé avec Notebook LM. Cet outil facilite la synthèse de divers documents et donne un caractère dynamique au discours grâce à l'utilisation d'un dialogue entre deux voix synthétiques, mais réalistes. Je précise toutefois qu'il s'agit d'un podcast ou d'une vidéo qui reste un produit personnel. En effet, l'outil a été alimenté uniquement de présentations PowerPoint, d'extraits d'ouvrages ou d'articles dont je suis l'auteur et de retranscriptions de cours ou de webinaires enregistrés que j'ai animés. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qu'on croise vraiment tous les jours, partout, mais dont on sous-estime souvent la puissance cachée. La marque. On a reçu pas mal de documents, des analyses pointues, des extraits d'ouvrages, une étude de cas même assez fascinante, et on va essayer d'en extraire le meilleur. Comment une marque passe d'un simple nom à un véritable trésor stratégique. Parfois même là où on s'y attend le moins, comme dans l'open source. Oui, c'est un sujet passionnant et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Notre mission aujourd'hui, décrypter ensemble ce qui fait la valeur d'une marque, comment on la protège, comment on l'exploite. Bref, comprendre pourquoi c'est bien plus qu'une affaire de marketing. C'est parti pour cette exploration. Alors, pour commencer, démystifions un peu. C'est quoi au juste une marque, au-delà du logo sur un produit? C'est vrai que le terme est un peu galvaudé parfois. Fondamentalement, c'est un signe distinctif. On peut dire que c'est la signature d'une entreprise pour qu'on reconnaisse ses produits ou services dans la jungle de la concurrence. D'ailleurs, l'anglais fait bien la différence. Le trademark, c'est l'aspect juridique, et le brand, c'est tout l'univers marketing autour, l'image, l'expérience client. Ah oui, c'est intéressant cette distinction. Et cet aspect juridique, justement, ça a l'air plus compliqué qu'un simple dépôt de nom. Pour qu'un signe soit vraiment protégé, il y a des règles strictes, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est là que ça devient un vrai casse-tête pour les entreprises. Il y a 3 conditions clés. D'abord, la distinctivité. La distinctivité. Oui, le signe ne doit pas être générique. On ne peut pas déposer pomme pour vendre des pommes, c'est logique, ni simplement décrire le produit. Et c'est là toute la tension, vous voyez. On cherche un nom évocateur qui parle, mais s'il est trop descriptif, genre super lessive, il risque d'être refusé ou d'être très fragile juridiquement. Primagaz a eu des soucis avec ça en Allemagne, par exemple. Trouver ce juste milieu, c'est crucial. D'accord, donc pas trop évident, mais pas trop descriptif non plus. Ok. Ensuite, la disponibilité. Il faut vérifier que personne d'autre n'utilise déjà ce signe ou un signe qui ressemble trop. Et ça inclut les marques déjà déposées, bien sûr, mais aussi les noms d'entreprises connues, les noms de domaines sur Internet et même les appellations d'origine contrôlée, les AOC. Ah oui, le coup du parfum champagne. Exactement. L'histoire d'Yves Saint-Laurent qui voulait appeler un parfum champagne et qui s'est fait retoquer, c'est un cas d'école. Et attention, le système n'est pas le même partout. Aux États-Unis, par exemple, c'est souvent le premier qu'utilise la marque dans le commerce, le fameux TM, qui a le droit avant même parfois le dépôt officiel, le R. D'accord, c'est bon à savoir ça. Donc, distinctif, disponible. Et la dernière condition? La licéité. Le signe ne doit pas être contraire à la loi ou aux bonnes mœurs. On se souvient des débuts un peu compliqués du parfum Opium. Et surtout, il ne doit pas être trompeur pour le consommateur. Une marque comme Servifrais, pour un produit surgelé par exemple, ça ne passerait pas. Logique. Et ces signes, ils peuvent prendre plein de formes. On pense souvent aux noms, bien sûr, des noms inventés comme Twingo, un peu déformés comme Auchan, ou le nom du fondateur comme Citroën. Mais ça peut être aussi des chiffres, comme la 407 de Peugeot, un slogan, parce que vous le valez bien, tout le monde connaît, un logo, évidemment, une couleur spécifique. Le jaune Kodak? Voilà, ou même un son. Le petit jingle de Dim, par exemple, c'est une marque sonore déposée. C'est fascinant de voir toutes ces formes possibles. Mais ce qui ressort vraiment des analyses qu'on a lues, c'est que la force d'une marque va bien, bien au-delà de ses aspects légaux. Elle devient une sorte de capsule, c'est ça, qui renferme tout ce qui différencie une offre. Pour des géants comme Levi's ou Coca-Cola, on lit que la marque elle-même vaut des milliards, parfois plus que toutes les usines réunies. C'est tout à fait ça. La marque finit par incarner la somme de tout ce que fait l'entreprise.
La qualité des produits, oui, mais aussi le service après-vente, l'innovation, la communication, l'éthique même de l'entreprise. C'est un concentré de réputation en quelque sorte. Ce qui la rend incroyablement puissante, mais aussi terriblement vulnérable, j'imagine. Si quelque chose écorne cette réputation, Précisément, son image peut s'effondrer à cause d'événements qui n'ont rien à voir directement avec le produit ou le service. Une catastrophe industrielle pour une compagnie pétrolière, genre marée noire, un scandale sur les conditions de travail chez un sous-traitant, ou même juste un décalage avec les attentes de la société. On l'a vu récemment avec des marques comme Uncle Ben's qui ont dû changer d'identité. c'est vrai. Et ça rejoint bien ce que dit Kaffrierer dans les textes. La gestion de la marque, ce n'est pas juste le job du marketing, c'est vraiment l'affaire de toute la boîte, du PDG à l'employé en contact avec le client. Hmm. Passons justement à l'aspect stratégique. Alors, d'un point de vue stratégique, la fonction première de la marque, c'est clair, c'est la différenciation. Dans un rayon de supermarché bondé, ou sur Internet avec des milliers d'offres, c'est elle qui permet de repérer, de choisir. Et parfois, l'attachement va même plus à la marque qu'au produit lui-même. On n'achète pas juste un téléphone, on achète un Apple ou un Samsung, quoi. Mais pour qu'elle joue vraiment ce rôle, pour qu'elle sorte du lot, il faut certaines qualités, non? Ce n'est pas automatique, j'imagine. Non, bien sûr que non. Les sources insistent sur plusieurs points. D'abord, il faut qu'elle soit nettement différente des concurrents. Les noms trop banals ou trop descriptifs, ils ont du mal à créer une vraie identité. Cap Ferrer donne l'exemple de Calor. Difficile d'imaginer un frigo Calor, le nom est trop lié à l'idée de chaleur. Ah oui, c'est parlant. À l'inverse, un nom inattendu comme Apple à ses débuts, ça a créé une vraie rupture. Il faut aussi qu'elle soit facile à mémoriser, et si possible qu'elle fonctionne à l'international. Même si on a des contre-exemples, des marques très fortes comme Renault ou Peugeot sont parties de noms de fondateurs très français. Différente, mémorable et connue aussi, j'imagine. La notoriété, ça compte? Oui, la notoriété est clé, bien sûr. C'est pour ça qu'on associe souvent, un peu rapidement d'ailleurs, la marque à la publicité. Mais la notoriété seule ne suffit pas. Le plus important, c'est l'identité de la marque, ce qu'elle est vraiment, ses valeurs profondes, sa vision. C'est différent de l'image, qui est juste la façon dont elle est perçue par le public. Cap Ferrer insiste beaucoup là-dessus. Une identité forte, c'est ce qui donne une colonne vertébrale à la marque, une cohérence sur le long terme. D'accord, l'identité, le cœur de la marque. Et c'est là qu'arrive le lien avec l'innovation, c'est ça? J'ai adoré cette citation de Cap Ferrer que vous mentionniez. La marque est le nom que prend le progrès pour arriver au marché. C'est une belle formule, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça se manifeste de plusieurs façons. D'abord, la marque offre une forme de protection, même quand l'innovation elle-même est facile à copier. Cap Ferrer parle de brevet mental. Un concurrent peut, techniquement, imiter en iPod, mais il ne pourra jamais vendre un Apple iPod. Le nom lui-même protège. Ah oui, c'est fort ça. C'est crucial, surtout dans des secteurs où les brevets sont, disons, moins efficaces ou difficiles à défendre, comme l'agroalimentaire ou la mode. Intel l'a très bien compris à une époque, en appelant ses processeurs Pentium plutôt que de continuer la série 286, 386, 486, ils ont empêché les concurrents de simplement copier la dénomination et de laisser penser que c'était la même chose. Malin. La marque comme rempart. Ingénieux. Exactement. Ensuite, la marque peut aussi guider l'innovation. Une identité de marque claire, des valeurs fortes, ça peut orienter les choix de développement produit. Si votre slogan c'est « des voitures à vivre », comme Renault pendant longtemps, eh bien ça donne une direction claire pour concevoir les nouveaux modèles. On va chercher la modularité, le confort, l'espace. Mais ça doit créer des tensions parfois, non? Entre cette volonté de rester fidèle à l'identité de la marque et la nécessité d'innover, de changer les produits, de suivre le marché? C'est tout le défi. Trouver le bon équilibre. Innover sans se renier en quelque sorte. C'est sans doute plus simple pour une marque dont l'identité même est liée à l'innovation et au changement, comme Apple. Pour d'autres, c'est plus délicat, c'est sûr. L'exemple de L'Oréal dans les documents qu'on a reçus est assez parlant à ce sujet. Ils gèrent ça sur plusieurs de leurs marques. Apparemment, normalement, une grosse innovation sort d'abord sur leurs marques de luxe, comme Lancôme ou Vichy en pharmacie. C'est souvent le cas, oui. Mais là, quand un concurrent les a doublés sur les fameux AHA, ces acides de fruits, ils ont dû réagir très vite. Et là, surprise, ils les ont lancés en même temps chez Vichy et chez Plénitude, leur marque de grande distribution, mais pas chez Lancôme. Pourquoi ça? Oui, c'est un très bon exemple. Apparemment, les AHA étaient jugés un peu trop actifs, voire agressifs pour l'image de douceur, de soin un peu cocon de Lancôme à l'époque. Ça montre bien qu'il faut parfois protéger l'identité d'une marque, même d'une innovation potentiellement porteuse. D'accord. La solution, parfois, c'est de créer une nouvelle marque.
Mercedes l'a fait avec Smart pour attaquer le marché des petites voitures sans diluer son image de luxe et de performance. Mais attention, hein, créer une marque pour chaque nouveauté, c'est très coûteux et ça peut aussi vider les marques existantes de leur substance, les priver des innovations. Souvent, la meilleure façon de garder une marque forte et vivante, c'est justement de la nourrir en continu avec des innovations pertinentes, qui respectent son ADN. Ok, donc on a une marque qui différencie, qui peut porter l'innovation, qui a une valeur énorme, mais qui est aussi, on l'a dit, assez fragile. Comment on fait pour défendre cet actif précieux au quotidien, au-delà du simple dépôt initial dont on a parlé? Les risques ont l'air nombreux. Ah oui, la défense, c'est un combat de tous les instants. Le risque le plus connu, c'est sans doute la dégénérescence. La dégénérescence? C'est-à-dire? C'est quand la marque devient tellement populaire, tellement associée au produit, qu'elle finit par désigner le produit lui-même dans le langage courant. Pensez à Frigidaire pour un réfrigérateur, Kleenex pour un mouchoir en papier, Caddy pour le chariot de supermarché. Ah oui, sopalin, thermos. Exactement. Si ça arrive, la marque risque de perdre sa fonction distinctive aux yeux de la loi et de tomber dans le domaine public. C'est la hantise des services juridiques des entreprises. Et comment on lutte contre ça? On peut faire quelque chose? Oui, il faut être proactif. L'astuce, c'est d'anticiper. Dès le lancement d'un produit très nouveau, qui n'a pas de nom générique, il faut proposer soi-même ce nom générique à côté de la marque. Dupont l'a fait avec Teflon, en parlant systématiquement de revêtement anti-adhésif en résine PTFE. C'est moins sexy, mais ça protège la marque Teflon. Et puis, il faut surveiller constamment l'usage du nom dans la presse, la publicité, les dictionnaires, et réagir poliment mais fermement si on voit qu'il se banalise. Écrire aux rédactions, etc. Une vigilance de tous les instants, quoi. Et à part devenir trop célèbre au point de devenir commun, quels sont les autres dangers? Il y a le risque de confusion, bien sûr. Il faut surveiller le marché pour repérer si un concurrent lance une marque ou un logo trop proche du vôtre, qui pourrait tromper le consommateur. Là aussi, il faut réagir vite, juridiquement. Et puis, il y a les interactions, parfois complexes, entre le marketing et le juridique. C'est-à-dire? Une campagne de pub, par exemple, peut sans le vouloir fragiliser la marque juridiquement. Si la pub présente la marque comme un terme générique ou si elle fait des promesses exagérées. L'exemple de Tropicana, qui avait été attaqué par Minute Maid pour publicité comparative jugée trompeuse, ça montre bien qu'une décision marketing doit toujours être validée par le juridique. Et inversement, une décision juridique, comme attaquer un concurrent, doit tenir compte de la stratégie marketing globale. Tout est lié. C'est un vrai travail d'équipe. Sans parler de la complexité quand on veut protéger sa marque à l'international. Exactement. Les règles ne sont pas du tout les mêmes partout. On a parlé des États-Unis, où l'usage prime souvent sur le dépôt. Donc vérifier la disponibilité d'une marque à l'étranger, ça demande une enquête bien plus poussée que de juste regarder les registres de marques déposées. Il faut chercher qui utilise quoi sur le terrain. D'ailleurs, les entreprises ne se contentent pas de défendre leur marque principale. Elles les utilisent aussi de façon très tactique, un peu comme des pions sur un échiquier, non? J'ai lu des choses sur les marques de réserve, de défense. Oui, tout à fait. Au-delà de la marque principale utilisée commercialement, on voit des stratégies de portefeuille assez sophistiquées. Il y a les marques de réserve, on dépose des noms au cas où pour de futurs produits, pour prendre date. Le risque, c'est la déchéance pour non-usage si on ne les utilise pas dans un certain délai. C'est 5 ans en France, par exemple. Ah, donc il faut les utiliser un peu quand même. Oui, parfois on fait un usage minimaliste juste pour conserver le droit. Renault l'avait fait avec le nom Scénic, utilisé sur un concept car bien avant la sortie de la voiture, pour garder le nom au chaud. Il y a aussi les marques de défense. On dépose des noms très proches de sa marque phare, avec de légères variations, pour élargir la zone de protection et empêcher les imitateurs de s'approcher trop près. Et les marques de barrage, ça a l'air plus agressif ça. Oui, c'est une pratique un peu limite. Les marques de barrage, c'est déposer des noms pas forcément pour les utiliser soi-même, mais surtout pour empêcher un concurrent de pouvoir les utiliser. Bloquer le terrain en quelque sorte. Ça a l'air d'une vraie partie d'échec stratégique et juridique. On comprend mieux pourquoi c'est un domaine qui demande des experts pointus. Clairement, un dépôt mal préparé, une surveillance insuffisante et les conséquences peuvent être désastreuses. L'exemple cité des hypermarchés continents qui ont dû à une époque retirer en catastrophe tous leurs produits à marque propre à cause d'un litige sur le nom, c'est un cas d'école qui a marqué les esprits. Le recours à des conseils en propriété industrielle, des avocats spécialisés, c'est quasi indispensable, même pour les grandes boîtes, pour naviguer dans cette complexité. D'accord. Et on parlait de portefeuille de marque. Oui, parce qu'en général, une entreprise gère rarement une seule marque isolée. Elle articule plutôt un portefeuille. Souvent, il y a une marque mère, une marque globale ou ombrelle, comme Nestlé, Danone, LVMH, qui chapeautent l'ensemble.
En dessous, on peut trouver des marques par gamme de produits, puis des marques spécifiques à un produit donné. Et parfois, on a même des marques pour une technologie ou un ingrédient clé. Pensez à Intel Inside sur les PC ou Gore-Tex dans les vêtements techniques. Et décider d'avoir une seule marque très forte qui couvre tout, ou au contraire plein de marques différentes, c'est un choix stratégique majeur, j'imagine. Avec des avantages et des inconvénients des deux côtés. Exactement. C'est un arbitrage constant et très stratégique. Avoir plusieurs marques distinctes, ça permet de cibler très précisément différents segments de clientèle. General Motors l'a fait pendant des décennies avec Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac. Ça permet aussi de limiter les risques. Si une marque est touchée par un scandale ou une crise, les autres ne sont pas trop affectés. Oui, ça compartimente le risque. Voilà. Et ça peut aussi servir à attaquer un nouveau marché, sans abîmer l'image de la marque principale. On parle de marque flanquée ou de flanquement. Par exemple, Transavia pour Air France face aux compagnies low cost, ou Dacia, racheté et repositionné par Renault pour offrir une gamme plus accessible. Malin. Mais j'imagine qu'il y a aussi des inconvénients à multiplier les marques. Ça doit coûter cher, non? Bien sûr. Le premier risque, c'est la cannibalisation. Que les marques du même groupe finissent par se faire concurrence entre elles et se voler des clients. Ensuite, les coûts explosent. Il faut développer, promouvoir, soutenir chaque marque avec de la communication dédiée. C'est un budget énorme. Et enfin, c'est difficile de garder une image dynamique et innovante pour tout un portefeuille de marques qui peuvent vieillir ou se démoder. D'accord, je vois. C'est un vrai équilibre à trouver. Et une autre façon d'exploiter la valeur d'une marque qu'on n'a pas encore abordée, c'est la licence. Le fait d'autoriser une autre entreprise à utiliser le nom contre de l'argent, des royalties. On voit ça souvent dans le luxe, non? Un grand couturier qui laisse une autre entreprise faire des parfums ou des lunettes sous son nom. C'est une pratique très courante, effectivement, et pas seulement dans le luxe d'ailleurs. Les avantages sont assez clairs. D'abord, ça génère des revenus souvent significatifs, les fameuses royalties, sans avoir à investir soi-même dans la production ou la distribution de ces nouveaux produits. C'est l'entreprise licenciée qui prend ce risque. Mhm. Ça permet aussi de pénétrer de nouveaux marchés géographiques ou de nouvelles catégories de produits où l'entreprise n'a pas forcément l'expertise ou les moyens d'aller seule. Et puis, bien menée, une licence peut même renforcer la notoriété et dynamiser l'image de la marque mère en la rendant visible sur d'autres terrains. Ça semble presque trop beau. La solution miracle pour étendre sa marque sans risque et en gagnant de l'argent. Mais il doit y avoir des pièges cachés, j'imagine. Que oui, et des pièges importants. Le risque numéro 1, c'est la dilution de l'image de la marque. Si on étend la marque sur des produits qui sont trop éloignés de son cœur de métier, de ses valeurs, ou si la qualité n'est pas au rendez-vous, ça peut brouiller le message et abîmer la perception de la marque mère. Les consommateurs se disent mais qu'est-ce que cette marque de voiture vient faire dans les chaussettes? C'est ça, hein? Un peu ça, oui. Le transfert d'image positive des attributs de la marque mère vers le produit sous licence ne se fait pas toujours automatiquement. Ça dépend beaucoup du type de marque et du produit. C'est souvent plus facile pour les marques de luxe ou de mode, où l'image est plus liée à un style de vie, à un créateur, qu'à une compétence technique très précise. Une étude amusante citée dans les documents imaginait du popcorn Heineken. Et les gens craignaient qu'il ait le goût de bière. Ça montre bien la difficulté de la perception. Le pop-corn goût bière, j'avoue que ça fait réfléchir. Plutôt risqué. Et à part l'image, il y a d'autres dangers. Le deuxième gros risque, c'est le manque de contrôle sur la qualité des produits fabriqués par le licencié. Si le produit est médiocre, mal fini, voire dangereux, c'est la réputation de la marque mère qui va en pâtir directement. Et c'est d'autant plus difficile à contrôler quand on a de nombreux licenciés partout dans le monde, avec des standards de production différents. On peut même être tenu responsable. Oui, aux États-Unis notamment, il y a eu des cas où le propriétaire de la marque, le licencieur, a été jugé co-responsable pour un produit défectueux fabriqué par son licencié, donc ce n'est pas anodin. D'accord. Et puis, il y a aussi le risque de voir apparaître un marché gris, c'est-à-dire perdre le contrôle des circuits de distribution. Des produits authentiques, fabriqués sous licence dans un pays, mais qui se retrouvent importés et vendus dans un autre pays où il ne faut pas, souvent moins cher, et qui viennent perturber la politique de prix et l'image des produits distribués par les canaux officiels. Donc, accorder une licence pour sa marque, c'est loin d'être une simple formalité. Ça demande une vraie stratégie globale, des contrats hyper précis sur le périmètre de la licence, les standards de qualité, le contrôle, la promotion attendue du licencié, où il a le droit de vendre, comment, et puis une surveillance marketing et juridique constante pour être sûr que le partenaire respecte l'ADN et le positionnement de la marque. C'est un vrai métier.
Tout à fait. Allez, on termine cette exploration avec le cas d'étude qui m'a peut-être le plus surprise dans les documents. Le rôle de la marque dans un univers qu'on imagine à l'opposé. Celui de l'open source. A priori, ça semble complètement contre-intuitif. On a passé du temps à expliquer qu'une entreprise a besoin de protéger son innovation, sa marque pour en tirer profit. Or, l'open source, par définition, c'est le contraire. Le code est ouvert, tout le monde peut le voir, le modifier, l'utiliser gratuitement. Pas de brevet sur le code, pas de secret industriel. Comment une boîte peut gagner de l'argent dans ce contexte? C'est le grand paradoxe, et en même temps le défi passionnant des modèles économiques open source. Comme vous dites, puisqu'elles ne peuvent pas vraiment verrouiller le produit lui-même, le code, ces entreprises doivent trouver d'autres moyens de capter de la valeur. Elles doivent s'appuyer sur ce que les économistes appellent des actifs complémentaires. Capitalise cette réputation? C'est la marque. C'est assez fascinant de voir que ce rôle crucial de la marque dans les modèles économiques open source a été finalement assez peu étudié jusqu'à récemment. Et l'étude de cas sur XWiki SAS, une boîte française, est vraiment édifiante là-dessus. Ils développent un logiciel collaboratif, un wiki d'entreprise, entièrement open source. Ils respectent scrupuleusement les principes de l'open source, la transparence, la collaboration avec la communauté, mais en même temps, ils ont une stratégie de marque hyper affirmée et contrôlée. Comment est-ce possible? Comment ça marche? C'est là que c'est très malin et très intéressant. Leur modèle repose sur une double maîtrise très subtile. La maîtrise de la marque XWiki et la maîtrise, ou moins partielle, de la communauté de développeurs qui contribuent au logiciel. D'accord. Comment ça se passe concrètement? D'abord, et c'est crucial, le fondateur de XWiki SAS détient personnellement la marque XWiki. Ce n'est pas la société qui la détient directement, mais lui en tant qu'individu. Ça veut dire que personne, même pas un contributeur majeur au code, ne peut utiliser ce nom commercialement sans son accord explicite. Ah oui, c'est un verrou important. Très important. Même si le code est libre sous licence open source, le nom, lui, est protégé. Ça rend aussi très difficile pour un groupe de développeurs mécontents de partir et de créer une version concurrente, ce qu'on appelle un fork. Ils pourraient copier le code, mais ils devraient repartir de zéro pour construire la notoriété et la crédibilité d'une nouvelle marque, ce qui est très long et coûteux. D'accord, le contrôle du nom est clé. Et la communauté de développeurs, comment ils la maîtrisent? Ils ne la maîtrisent pas au sens strict, mais ils l'influencent fortement. Ils contrôlent qui a le droit de modifier directement le cœur du logiciel, ce qu'on appelle le droit de commit. Et qui a ce droit? Essentiellement des salariés de XWiki SAS. Ce sont eux les principaux committeurs. De plus, l'entreprise recrute activement les meilleurs contributeurs externes de la communauté. Malin aussi. Résultat, XWiki SAS, l'entreprise commerciale est perçue par tout l'écosystème comme étant au cœur de l'innovation et du développement du logiciel XWiki. Sa réputation d'experte se construit et se renforce comme ça, grâce à sa position centrale dans le processus de développement. Et c'est cette réputation portée par la marque XWiki qui leur permet de gagner de l'argent au final. Exactement. Les entreprises qui veulent utiliser sérieusement le logiciel XWiki, qui ont besoin de garanties, de support, d'adaptations spécifiques, vers qui vont-ils naturellement se tourner? Vers XWiki SAS, la société qui porte le nom, qui emploie les principaux développeurs, qui a la meilleure réputation d'expertise sur ce logiciel. Elles vont donc acheter des services payants, du support technique, de l'hébergement cloud, des développements sur mesure. La marque devient l'outil principal qui permet de transformer la réputation technique, construite en partie grâce à la communauté open source, en chiffre d'affaires pour l'entreprise. C'est fascinant comme modèle. Et la communauté accepte ce contrôle de la marque par le fondateur? Ça ne crée pas de tension? Apparemment, ça fonctionne plutôt bien, car il y a une sorte de synergie d'intérêts, un équilibre. L'entreprise XWiki SAS gagne de l'argent en vendant des services, ce qui lui permet de financer le développement du cœur du logiciel et d'employer des développeurs. Les contributeurs, qu'ils soient salariés ou bénévoles, gagnent en réputation individuelle et collective en participant à un projet open source reconnu et dynamique. Ça leur ouvre des opportunités. Être embauché par XWiki SAS, devenir actionnaire salarié ou simplement valoriser leur CV. Un cercle vertueux en quelque sorte. C'est l'idée. Tout le monde, ou presque, y trouve son compte, ce qui rend le contrôle de la marque par le fondateur acceptable par la communauté. Même si, comme le note une des sources, il pourrait y avoir une tension potentielle à long terme si les contributeurs externes avaient l'impression de travailler gratuitement pour enrichir uniquement les fondateurs et les actionnaires de la société commerciale. C'est un équilibre à maintenir.
Donc si je résume ce cas XWiki, qui est vraiment passionnant, dans un monde où on ne peut pas protéger le produit lui-même, le code, la marque devient l'actif complémentaire essentiel. C'est elle qui permet d'articuler la création de valeur, souvent collective et ouverte par la communauté, et la capture de cette valeur par l'entreprise via les services associés à la réputation de la marque. C'est elle qui fait le pont, le lien indispensable. C'est exactement ça. La marque devient le point d'articulation clé. Au final, cette exploration à travers les différentes sources nous montre bien que la marque, c'est vraiment infiniment plus qu'un simple logo ou un nom sympa qu'on met sur un produit. C'est un actif stratégique majeur, vivant, complexe, qui incarne l'identité profonde d'une entreprise, qui la différencie sur le marché, qui porte son innovation. Mais c'est aussi, comme on l'a vu, un actif fragile qui demande une attention de tous les instants. Un pilotage très fin entre les aspects juridiques, marketing, stratégiques pour le créer, le développer, le protéger contre la banalisation ou la confusion et le valoriser, que ce soit en gérant un portefeuille complexe, en accordant des licences ou en défendant ses droits. Et ce qui est frappant, c'est sa plasticité, sa capacité d'adaptation. On voit avec l'exemple de XWiki qu'elle peut même être réinventée pour jouer un rôle central et inattendu dans des modèles économiques totalement nouveaux, comme l'open source, là où on pensait peut-être que la propriété intellectuelle classique ne s'appliquait plus vraiment. Elle devient ce point de connexion crucial entre la contribution collective et la viabilité commerciale, reliant le droit, la stratégie, le marketing et même la gestion de communauté. Une vraie clé de voûte. Balle de l'entreprise, à ses actes concrets, à ses valeurs affichées, et si sensible aux attentes et aux évolutions de la société, quelle pourrait être la prochaine vague de changements sociétaux, éthiques ou environnementaux qui viendrait soudainement ébranler une marque qu'on croit aujourd'hui solide comme un roc, intouchable. Voilà de quoi réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette analyse en profondeur. Merci à vous.